Bonjour, et comme promis, voici donc le flop 10 de cette année 2022, à savoir les pires films que j'ai pu voir, ou plus spécifiquement les films qui m'ont le plus déçu. Parce que bon, des films comme Esther 2, Loin du périph', The Grey Man et j'en passe, ce sont des films que j'ai trouvés très très nuls. Mais bon, comme je n'avais aucune attente, ça passe. Par contre, un film réalisé par Edouard Baird, mettant en scène Benoît Poelvoorde, Pierre Arditi, François Damiens ou encore Depardieu, Stévenin et Prévost, ça donne quand même un peu envie. Et ce film, se classant en 10e position de ce top, c'est Adieu Paris, sorti en début d'année et qui est vraiment un beau gâchis. L'histoire est simple, une bande d'amis, jadis reconnus dans le tout Paris mondain, se réunit chaque année depuis quelques décennies déjà afin de partager un repas. Comme c'est du Edouard Baird et du Poelvoorde en prime, on aurait pu s'attendre à un feu d'artifice de dialogue bien ficelé avec de sacrées fulgurances ou encore des débats spirituels à n'en plus finir. Mais non, que dalle, à la place de tout ça, on nous sert un discours d'une platitude totale sur l'amitié et la nostalgie. Pire que tout, le film est vendu comme une comédie, alors que non, il y a strictement rien qui fait rire dans ce film, et au final on regarde juste des vieux cons en train de bouffer et de parler sans réelle substance. Ce film, c'est un bon gros hockey boomer dans ta gueule, où chaque personnage en devient écœurant tellement le film n'a rien à dire, et passe son temps à se regarder soi-même, et surtout à parler, et tout ça pour ne rien dire au final. Bref, même si le casting a l'air alléchant, fuyez au maximum ce film lénifiant de vieux cons. En 9e place, on va parler d'un film qui figure dans beaucoup de flops, et souvent même dans les premières places. Il s'agit de Morbius, qui n'est ici placé qu'à la 9e position, preuve de mon incommensurable clémence. Et oui, j'avais des attentes vis-à-vis de Morbius, vu que j'aime bien le personnage dans les comics, et que Jared Leto reste encore un acteur honorable à mes yeux. Donc bon, j'avais l'espoir qu'il s'investisse dans un personnage sombre et que le film le suive dans un sacré délire, oscillant en permanence entre le bien et le mal. Mais non, le film n'a aucune inspiration et ne se mouille clairement pas à nous faire un anti-héros complexe, ni même crédible d'ailleurs. On a le droit à une performance convenable de Jared Leto, certes, mais globalement, ça s'arrête là. Tout le film est digne des films de super-héros du début des années 90, et c'est pas un compliment, une époque où on ne se faisait pas trop chier au niveau de l'intrigue, en misant plutôt sur des effets qui sont malheureusement, dans le cas de Morbius, devenus totalement ringards avec le temps. Comme par exemple l'utilisation du bullet time, ou encore cette volonté d'en mettre toujours plein la vue avec des effets numériques à tout va. Mais comme n'est pas Avatar qui veut, ces effets numériques sont particulièrement moches, et à force de les mettre en avant, le film devient nauséeux. Voilà, l'intrigue est forcée, pas inspirée, parvient même à se contredire, et clou du spectacle, la scène post-crédit qui essaye de raviver l'intérêt du film en promettant le vautour et Morbius en équipe avec plein de méchants pour faire face à Spider-Man. Cette amorce avait déjà été essayée dans le Spider-Man avec Andrew Garfield et n'a eu aucune suite. Et au vu du non-engouement des gens et des médias autour de ce qu'on appelle le Sonyverse, il y a de fortes chances que cette promesse échoue elle aussi. Bref, un film qui va vite sombrer dans les abîmes et ne coûter plus que 1 € chez Nose d'ici peu de temps. Un film qui par contre a eu un succès d'estime, c'est Coupé de Michel Hazanavicius. Un film qui est un remake du film japonais Ne coupez pas, que je n'ai pas vu, donc bon, je peux pas souffrir de la comparaison, ce qui est déjà un bon point en soi. Il s'agit donc d'une comédie horrifique où pendant un tournage de film de zombies, les acteurs deviennent vraiment des zombies. Sauf que non, c'est un film dans le film et blablabla, blablabla, blablabla. De toute façon, c'est beaucoup trop long de se mater les 3 parties, car dès la première partie, on m'avait déjà perdu. Parce que oui, c'est sympa d'aimer le cinéma, de faire de la dérision à tout va, et partir sur un long plan séquence, mais franchement, faire du cheap, faire un film qui veut se donner l'apparence fauchée, qui veut se présenter comme étant un nanar qui devient comique à force de dérision et d'absurdité, pour moi, ça ne fonctionne pas ici. Parce que, à mes yeux, faire un nanar, c'est impossible d'y arriver volontairement. Et ce que fait Hazanavicius, c'est mimer le nanar. Et même s'il y a de la technique, de l'amour du cinéma et de la bonne intention, on sent aussitôt que ce n'est que du mime et que toutes les situations, tous les jeux d'acteurs sont forcés pour s'orienter vers le mauvais et le risible. Mais comme c'est volontaire,
ça manque d'âme et ce n'est pas du tout crédible. Ça ne fonctionne pas et finalement, au lieu de rigoler, on s'ennuie fortement. Et un autre film particulièrement ennuyeux, c'est L'année du requin de Zoran et Ludovic Boukerma, à qui l'on devait déjà le sympathique mais sans plus Teddy, qui s'attaquait au mythe du loup-garou. Cette fois, les deux réalisateurs s'attaquent au genre du film de requin, et c'est vrai que sur le papier, avoir un film de ce genre en mode français, avec en plus au casting Marina Foïs et Jean-Pascal Zadi, eh bien ça a l'air plutôt alléchant. Tout comme avec Hazanavicius, on sent la passion du cinéma qui anime les réalisateurs, mais malheureusement ces derniers n'arrivent pas à s'éloigner suffisamment de l'illustre Dents de la Mer pour proposer quelque chose de véritablement passionnant. Alors certes, on rajoute à ce film de requin un aspect comique et même un autre aspect qui se veut plus de l'ordre de la critique sociale, mais ces rajouts, bien loin de faire de ce film un chef-d'œuvre, le déséquilibre totalement. On a l'impression que le film ne sait pas trop sur quel pied danser et il se perd, avec nous aussi d'ailleurs, dans une continuité de scènes, parfois absurdes, parfois drôles, parfois bien même, parfois inutilement dramatique, parfois trop intellectualisé pour être crédible. Bref, ça part vraiment dans tous les sens pour réussir à capter véritablement notre attention. Et c'est dommage parce que, je le redis encore une fois, mais sur le papier, j'avais vraiment envie d'aimer ce film alors qu'au final, il est presque pire que Les Dents de la Mer 2. Enfin non, il est même pas comparable parce que Les Dents de la Mer savait mine de rien parfaitement où aller, alors que L'année du requin semble tituber d'une scène à l'autre en essayant péniblement d'aller jusqu'à sa conclusion. Vient ensuite en 6e place Pinocchio de Robert Zemeckis, qui se veut être un remake en prise de vue réelle du Pinocchio des années 40. Mais bon, comme le film de base ne durait même pas 1h30, quelqu'un s'est dit que ce serait super cool de rallonger tout ça d'une bonne demi-heure en rajoutant des sous-intrigues dont tout le monde s'en fout. Et je ne sais pas quel miracle a pu avoir lieu, mais il n'y a strictement rien qui ne va avec ce film. Que ce soit l'histoire sans aucune originalité et qui nous impose un Pinocchio gentil et niais à souhait, que ce soit au niveau technique où les effets numériques sont franchement laids, et même que ce soit au niveau des acteurs où Tom Hanks livre probablement ici une de ses pires prestations. Et puis mince quoi, même la baleine ils l'ont loupé en lui rajoutant, va savoir pourquoi, des tentacules. Et ce film est encore plus navrant quand, quelques mois après, sort sur Netflix un autre Pinocchio réalisé par Guillermo del Toro et qui, même s'il souffre de quelques défauts, parvient sans peine à nous proposer quelque chose qui permet de réinventer l'univers de ce pantin en pleine crise d'adolescence. Bref, le Pinocchio de Zemeckis est clairement fait pour une seule chose, nous piquer notre fric et notre âme en zigouillant au passage l'enfance de quelques personnes. Et en ça, on est quand même en droit de se réjouir que ce truc n'ait jamais été projeté en salle de cinéma. Comme quoi, les plateformes de streaming, ça a aussi du bon. Mais c'est qu'on arrive déjà à la moitié du classement. Et en 5e place de ce flop, on va retrouver Blonde, un film de branleurs pour des branleurs qui exploite l'image de Marilyn Monroe afin de servir un drame, une descente aux enfers qui n'a que peu d'intérêt. C'est long, ça dure quasiment 3 heures, et même s'il y a des images et des plans qui sont quand même super beaux, ce film n'a vraiment pas réussi à me convaincre. On sent que le réalisateur a tout misé sur une super photographie, parce que la forme, c'est plus important que le fond, qu'il y a une histoire déconstruite, appuyé sur une narration non linéaire et surtout des changements de format et aussi de couleur en passant parfois, sans qu'on sache trop pourquoi d'ailleurs, au noir et blanc, parce que là encore, la forme c'est plus important que le fond, ou encore en misant sur la prestation et surtout quand même sur le physique de son actrice Ana de Armas, parce que l'Oscar c'est important aussi. Et puis quand on se penche sur le fond, c'est pas vraiment très beau à voir. Et à ça, on peut relever une mention spéciale aux scènes liées aux avortements. La caméra dans le vagin, ça passe encore, mais le fœtus qui te parle pour te supplier de le laisser en vie, c'est ultra limite. Enfin non, ce n'est même pas limite en fait, c'est juste totalement con. Et oui, je sais que ce film n'est pas un biopic sur Marilyn Monroe, mais plutôt une fiction vaguement inspirée de sa vie, mais malheureusement, on connaît le pouvoir que peut avoir le cinéma, et beaucoup de gens vont croire qu'il s'agit donc de la vraie vie de Marilyn Monroe. Et je trouve que l'image que le film véhicule, aussi fictive soit-elle, ne met pas du tout en valeur cette merveilleuse femme et actrice qu'était Norma Jean. Alors, après avoir été déçu par des gens comme Edward Baird, Hazanavicius ou encore Zemeckis, autant continuer cette série en parlant un peu de Henry Selick.
Henry Selick, c'est le papa injustement oublié de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et rien que ça justifie, à mes yeux, qu'on aille voir son dernier film. Surtout qu'en plus de ça, le type n'avait rien fait depuis 13 ans, et la sortie de Coraline en 2009. Alors ouais, on était en droit d'avoir des attentes. Et bon sang, sacré gâchis. Et y a pas d'autre mot pour décrire son dernier film, Wendell et Wild, qui se hisse donc en 4e position de ce flop. Le scénario est quasiment inexistant, une jeune fille veut ressusciter ses parents morts à la suite d'un accident, et par magie scénaristique, tout va lui tomber dans la main dans les secondes qui suivent. On est vraiment face à un personnage qui est ultra aidé par un scénario omniprésent, si bien qu'elle n'a presque plus aucun effort à fournir pour achever sa quête. Et nous, en tant que spectateurs, on regarde juste le film se dérouler de scène en scène, sans aucune surprise, sans aucune attente, et sans aucun attachement pour ces personnages qui au final ne nous apportent rien. On attend d'un conte, aussi simpliste soit-il, qu'il soit bien raconté, et ici c'est loin d'être le cas, le tout étant beaucoup trop facile pour être convaincant. Et surtout, on attend de Henry Selick qu'il fasse un retour phénoménal, et qu'il casse la baraque avec une animation de dingue qui décoiffe, mais là encore, beaucoup trop d'attentes pour peu de résultats, puisque le rendu visuel de ce film est, à mes yeux, tout comme son histoire d'ailleurs, beaucoup trop lisse. Bref, un film qui, vous l'aurez compris, m'a bien déprimé. Mais le film déprimant à souhait, c'est Armageddon Time. Il obtient ainsi la place non prestigieuse de numéro 3 de ce flop 2022 grâce à son personnage principal totalement insupportable. Et pour vous prouver que ce gosse est un casse-couille et une ennuyeuse raclure, je vous montre juste cette scène. Right. What did I say? He has no idea. He has no idea the meaning of a dollar. He has no idea how hard we work. He does not get it at all. Hey, stop it. Knock it off. Dumpling suckers. Parce que ouais, les mots ne me suffisaient pas pour décrire le comportement ignoble de ce gamin. Et est-ce que ça vous donne envie de passer 2 heures en sa compagnie ? La réponse est non, et c'est bien normal. Ce film, c'est l'anti-Licorice Pizza par excellence. Il est tout aussi nostalgique, mais bon sang, qu'est-ce qu'il peut être long, chiant et déprimant. Bref, Armageddon Time mérite à mes yeux amplement sa place sur ce podium de la nullité. Et en seconde place, on retrouve un film que j'attendais beaucoup trop pour ce que c'est. Et ce film, ça va vous surprendre, mais il s'agit de Sonic 2. J'avais adoré le premier Sonic, qui avait été pour moi une bonne surprise. C'est surtout la performance de Jim Carrey en Robotnik qui m'avait convaincu, soyons honnêtes. Mais le premier Sonic avait quand même un petit quelque chose. Un petit quelque chose que je ne saurais vraiment définir. C'était divertissant et pas si con que ça. Mais en tout cas, ce petit quelque chose semble avoir définitivement disparu dans cette suite. Et alors que je m'attendais à un film qui soit une apothéose, vu qu'on n'a plus trop à s'embarrasser des inévitables scènes permettant d'introduire les protagonistes et qui prennent à mes yeux beaucoup trop de temps, eh bien non, cette apothéose n'aura pas vraiment lieu. Enfin si, ça dépend ce que vous cherchez. Si votre objectif c'est de regarder 2 heures d'action moyennement digeste, le tout avec des intrigues et des dialogues de décérébrés, où tout est parfaitement prévisible à la seconde près, alors allez-y, vous risquez de bien kiffer ce film. Alors oui, je sais qu'il s'agit d'un film initialement conçu pour les enfants, et qu'il faut pas non plus s'attendre à des prouesses scénaristiques, mais là franchement le niveau est bas, très bas. Beaucoup trop bas. Mais visiblement pas assez bas pour obtenir la première place de ce flop. Parce que oui, il fallait vraiment quelque chose d'assez stupide pour mériter cette place. Et ce quelque chose, c'est peut-être au final une sorte de mélange entre Morbius et Sonic 2 quand on y réfléchit bien. Et ce quelque chose, c'est Black Adam, la dernière super production des studios DC avec Dwayne Johnson en super-héros pas si gentil que ça. Déjà, ça colle pas trop parce que Dwayne Johnson, même s'il faisait un super méchant quand il était catcheur, au cinéma, c'est un peu le gentil absolu. Niveau crédibilité, on repassera. Mais bon, si ce n'était que ça le problème, ce film passerait encore. Mais là, c'est une sacrée purge. Le but principal de ce film, c'est d'oublier le scénario pour se consacrer pleinement à l'action. Ça pourrait éventuellement être intéressant s'il y avait une originalité dans la mise en scène, mais là, il n'y a strictement rien qui va révolutionner le genre. Et en bonus, le réalisateur essaye de faire comme Zack Snyder en plombant avec ses insupportables ralentis. Et pour rappel, la version de la Justice League par Zack Snyder était mon pire film de l'année dernière. À croire qu'il y a vraiment un problème avec l'univers DC. Un problème que l'on essaye visiblement de régler, puisque James Gunn
a été nommé à la tête des productions DC et on dirait bien qu'il a pour ambition de faire le ménage puisqu'il a déjà annulé le projet Wonder Woman 3, qu'il a laissé entendre qu'il n'y aura pas de suite pour Black Adam, heureusement d'ailleurs, et qu'en prime, Henry Cavill a été évincé du rôle de Superman. Donc voilà, les choses bougent et on est peut-être en droit d'espérer qu'en 2023, le flop de l'année ne soit pas une nouvelle fois signé DC. Bah voilà, on va s'arrêter là-dessus. C'était donc mon petit flop de cette année 2022, un flop qui bien sûr n'engage que moi. N'oublie pas pour ta part de t'abonner si ça t'a plu et pourquoi pas de me dire ce que toi aussi tu as trouvé de complètement pourri au cinéma cette année. Je vous souhaite en tout cas une bonne année et je vous fais des bisous.